Bonjour, ravie de vous retrouver pour la 10e édition du Big Data et AI Paris 2021. Je suis Cécile Boyeka, consultante data chez Talent Solutions et membre de Women in Big Data Paris. Alors, cet atelier, basé sous le thème Intelligence artificielle et Big Data au service des RH, quelle place pour les femmes, et sera divisé en 3 parties. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Korcha, cofondatrice de My Job Classes, et Ella Tmani, cofondatrice et CEO de Expanders et de Palm. Bonjour Ella, bonjour Émilie. Oui, bonjour Émilie. Bonjour à vous deux. D'ailleurs, je vais commencer par vous, Ella. Expliquez-nous quelle est votre proposition de valeur avec la société Palm. Alors, la raison d'être de Palm est de permettre à chacun de révéler l'unicité de son potentiel et surtout de prendre en main son parcours de carrière. Palm, c'est une solution SaaS, donc de Talent Intelligence, qui réinvente le développement et la rétention des talents au sein des entreprises et surtout dans un monde où les compétences se renouvellent à grande vitesse. La solution Palm permet aux talents, à chaque talent, de prendre en main leur parcours professionnel en mettant en avant leurs expériences et leurs aspirations de développement, mais elle permet également aux managers d'identifier en temps réel et en un clic le bon talent ou la bonne équipe pour un projet ou une ouverture de poste. Et puis surtout, Palm, la proposition de valeur qui s'adresse aux directions des ressources humaines, c'est d'avoir une vision 360 et dynamique du référentiel de compétences de l'entreprise. Justement, dans les contextes actuels, comment la digitalisation du workplace pousse les entreprises et les DRH à transformer l'approche développement des talents. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Cécile. Il y a eu une étude récente d'ailleurs qui donnait un chiffre assez intéressant. 47% des emplois présentent un risque d'obsolescence des compétences dans les années à venir, selon les DRH français qui ont été interrogés par le groupe Segos. C'est 8 points de plus qu'en 2019, parce que les compétences se renouvellent plus rapidement. Du fait de l'innovation technologique, digitale, intelligence artificielle et l'ensemble des innovations dont on entend parler de plus en plus, mais aussi de la crise sanitaire du Covid-19 qui a imposé la généralisation du télétravail, la digitalisation du workplace, l'adoption de solutions de collaboration à distance. Et cette crise, elle est venue en quelque sorte accélérer la transformation en entreprise en les faisant basculer dans le tout digital. Notre conviction par rapport à ça, c'est que les talents sont le réservoir de richesse le plus incroyable au sein de l'entreprise, mais dans la société de manière générale. Et que si on ne fait rien, il y a un risque que les compétences se paupérisent plus rapidement et ça crée forcément de la frustration, en quelque sorte aussi pour certains, un peu de désengagement, de démotivation, et on veut casser ces limites et permettre à chacun d'être épanoui dans son travail. Tous ces nouveaux enjeux pour les entreprises, pour les managers, pour les DRH, doivent constamment et continuellement connaître, reconnaître, cartographier les compétences de leurs talents afin de pouvoir les mobiliser quand l'entreprise en a le plus besoin, mais surtout de leur proposer des parcours de carrière plus agiles, plus adaptés à leurs aspirations. À propos de talents, Émilie, c'est assez alarmant. La proportion de jeunes filles et femmes dans les formations scientifiques et technologiques reste faible par rapport à celle des hommes. Quelles pourraient être les solutions pour féminiser ces filières d'après vous? Je pense très clairement, en fait, Cécile, qu'il faut aller rencontrer les jeunes filles le plus tôt possible et leur expliquer, en fait, que faut sortir des clichés et qu'elles sont en capacité, comme les hommes, de s'épanouir dans ces métiers-là et de se réaliser dans ces métiers-là. Il faut savoir que les jeunes filles vont plus souvent douter d'elles-mêmes, vont plus souvent se demander est-ce qu'elles sont légitimes, ce que les garçons feraient peut-être moins. Et donc là, on a tous un rôle à jouer et on doit, en tant que femmes, dans des métiers qui ne sont pas assez féminisés, s'engager, aller porter la bonne parole auprès des plus jeunes et leur dire que si nous, on arrive à se réaliser, à être épanouies dans ces métiers-là, il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Si nous, on a réussi, elles peuvent réussir aussi. Donc, on encourage, nous, les femmes dans les métiers scientifiques à aller rencontrer des jeunes filles le plus tôt possible pour leur donner envie de faire les mêmes études qu'elles. C'est très important, en fait, de pouvoir se projeter
et on se projette beaucoup plus facilement dans quelqu'un qui nous ressemble. Donc, ça ne sert à rien finalement. Souvent, on fait des actions quand il est déjà trop tard. Si vous allez en école d'ingénieur, dire il n'y a pas assez de jeunes filles et parler aux jeunes filles qui sont en école d'ingénieur, celles-là, elles ont déjà fait le choix d'y aller. Elles y sont déjà. Donc, c'est avant qu'il faut le faire. C'est dès le lycée, peut-être même dès le collège. Donc, on encourage, nous, les femmes, à prendre la parole et à dire que si elles ont réussi, les autres jeunes filles peuvent faire la même chose et leur donner du courage, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important pour changer durablement les choses. Je suis d'accord avec vous. Et en ce qui concerne les différentes autres initiatives de Major Glasses, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, en fait, nous, chez Major Glasses, on a décidé de remettre l'humain au cœur de l'orientation des jeunes entre 15 et 30 ans. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'aller expliquer son métier à un jeune pour ouvrir un petit peu son esprit, lui donner des nouvelles perspectives, l'aider à y voir un petit peu plus loin que les métiers de ses parents ou des personnes qui sont proches de lui. Et puis aussi sortir des clichés, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de clichés sur différents métiers, que quand on ne connaît pas les métiers ou quand on connaît juste une toute petite partie du métier, on ne peut pas se projeter. Et donc, toujours avec cette même idée, c'est l'humain qui va pouvoir changer les choses. Et donc, en permettant aux jeunes, finalement, de découvrir les métiers, en leur donnant accès à un premier réseau, puisque les professionnels qui vont échanger avec les jeunes vont leur permettre d'avoir des opportunités aussi, on va durablement changer les choses. Et donc, nous, aujourd'hui, on est le premier acteur du mentorat en France et en Europe, avec un réseau de 52 000 mentors de tout métier, tout secteur d'activité, 130 pays qui sont représentés. Et l'idée, c'est vraiment de faire découvrir à la nouvelle génération, à ceux qui seront nos futurs collaborateurs demain, finalement, les différents métiers, leur en parler de l'intérieur, leur donner de la visibilité et puis les opportunités qui vont avec. Okay. Et là, que pouvez-vous ajouter de plus pour construire un écosystème de talents internes et externes? Comment la data pourra aider les entreprises et les DRH à mieux accompagner le développement des compétences, à proposer des parcours de carrière plus agiles et plus adaptés? Alors, moi, je rejoins complètement à la fois Émilie sur la nécessité de sensibiliser les jeunes femmes au métier du numérique et former cette nouvelle génération de travailleurs de demain, évidemment, mais il y a aussi la préparation des outils, de l'environnement, des processus pour pouvoir répondre à leurs attentes au sens large. Et notre conviction sur le sujet est la suivante, c'est que l'hybridation du monde du travail ne concerne pas simplement le lieu où l'on travaille. Elle va concerner, et elle concerne déjà notre façon de travailler, de collaborer. On voit une tendance qui va s'accélérer sur les prochaines années, qui est la tendance qui est plutôt tournée vers les modes projet où on doit mobiliser les bonnes ressources le plus rapidement possible et ça sous-entend aussi l'hybridation donc des équipes, à la fois de mobiliser les bonnes équipes et les bonnes compétences en interne, multi-entités et pas que l'entité dans laquelle on travaille ou pour laquelle on est manager, multi-pays et de rajouter aussi cette dimension externe, donc de pouvoir mobiliser les bonnes ressources aussi en externe le plus rapidement possible. Et pour y arriver, Cécile, évidemment que les ressources humaines doivent avoir une vue d'ensemble de leur écosystème de talent. Palm permet justement de répondre à cet enjeu en créant et en permettant de maintenir les liens avec les différentes parties prenantes de l'écosystème d'une entreprise, qu'il s'agisse d'employés qui sont en CDI, CDD ou temps partiel, ou même d'anciens collaborateurs, voire d'experts indépendants. Ainsi, l'entreprise pourra les solliciter plus facilement lorsqu'elle en aura besoin. Et puis surtout, ça permet de libérer du temps aux managers pour gagner en efficacité, en compétitivité et de pouvoir délivrer les projets et les objectifs de l'entreprise avec beaucoup de pertinence et dans un environnement de travail qui permet à chacun d'être épanoui. Et pour répondre à la deuxième partie de la question qui concerne la data, comment la data peut améliorer cette connaissance, effectivement, nous, on est convaincus que les talents d'aujourd'hui, d'hier et de demain sont la combinaison de plusieurs paramètres, à la fois évidemment les expertises, le savoir-être, des expériences, des compétences qui sont directement acquises sur le lieu du travail, mais aussi des compétences qui sont acquises en dehors. Et tout ça doit être décrypté de façon fine, en combinant à la fois du déclaratif, donc réalisé par le collaborateur lui-même ou par son manager. Ça peut être aussi avec l'analyse et l'interprétation de toutes les datas disponibles au sein de l'entreprise, dans différents systèmes d'ailleurs, qui concernent le collaborateur. Et parfois, ces systèmes ne communiquent pas entre eux, donc la donnée se perd entre les différents systèmes.
en allant aussi potentiellement analyser les données sur lesquelles les collaborateurs prennent la parole sur différentes typologies de sources d'informations. Grâce à toute cette analyse, nous permettons aux managers, aux collaborateurs, aux DRH de trouver la bonne personne ou équipe au bon moment et pour les meilleurs projets ou postes. Et surtout de les aider à piloter l'évolution des talents dans l'organisation, donc en identifiant qui est sur quel projet, qui a développé quelles compétences sur les 6 derniers mois, qui n'a pas forcément évolué dans le poste depuis X mois, et donc de les aider aussi à prendre des décisions éclairées sur les actions à entreprendre en termes de formation, de mentoring, de recrutement, et ainsi optimiser l'adéquation ou l'adhérence entre les ressources, les compétences et les talents avec les besoins et la stratégie de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup Ella. Alors, en préparant cet atelier, je sais que vous avez pas mal de choses en perspective. Alors, quels sont vos objectifs à court et moyen terme? On va commencer par Émilie et ensuite Ella. Merci Cécile. En effet, il y a beaucoup d'actualités chez nous en ce moment et notamment une demande forte initialement qui vient de nos clients, c'est l'idée de développer un Major Glasses interne. Donc, Major Glasses, jusqu'à présent, c'était plutôt un outil qui aidait les équipes DRH à mieux faire connaître leur métier, donc travailler leur marque employeur et également aller, pourquoi pas, sur du recrutement tout en restant sur un aspect RSE très fort. Mais c'est vrai que au-delà du recrutement, il y a aussi le fait de développer le collaborateur et de le garder longtemps dans l'entreprise. Et ça aussi, c'est un sujet pour le mentorat. Donc, on développe du mentorat en interne, notamment aussi sur un sujet femmes. Donc, justement, les entreprises ont compris qu'il y avait un vrai besoin de mentorat au féminin, de pouvoir accompagner les femmes au sein de l'entreprise à se développer et aller briser ce plafond de verre. Donc, ça, c'est un des sujets, mais ce n'est pas le seul. Avec la Covid et notamment le travail qui se fait de plus en plus à distance, l'onboarding des nouveaux collaborateurs est un sujet aussi important sur lequel on peut accompagner via du mentorat, aussi bien que des programmes de haut potentiel ou la mobilité en interne. Donc, il faut savoir que tout ça, finalement, on retrouve des sujets qui sont les mêmes problématiques que sur l'externe. Je n'arrive pas à me projeter dans une fiche de poste. Ben, finalement, le mieux, c'est d'aller rencontrer mon collègue qui fait ce métier, qui va pouvoir m'en parler pleinement et qui va me donner envie de me projeter à sa place dans quelques temps et de pouvoir parler ensuite avec mon manager et les RH pour savoir comment je peux aller vers ce prochain poste. Donc, on lance dès le mois prochain un nouvel outil de mentorat interne pour accompagner nos clients à aller toujours plus loin et à développer au mieux leurs collaborateurs. Et en ce qui vous concerne, là. Donc, en termes d'objectifs, c'est évidemment de lancer notre prochaine version qui intègre complètement un module de marketplace interne qui permet d'un côté à un talent de candidater à des projets ou à des postes de mobilité interne et puis de l'autre côté à des managers ou des DRH qui cherchent à pourvoir et à occuper, en tout cas à trouver les bonnes personnes en interne à pouvoir le faire facilement et rapidement, et puis également de proposer un module de dashboard et d'analyse de data RH plus performant que celui qu'on a déjà. Très bien. Merci à vous deux. Merci Émilie, merci Ella et bonne continuation. Merci Cécile. Merci Cécile pour ton invitation. À bientôt. Pour cette seconde partie, je suis avec Gonefal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Data, Analytics et AI du groupe Bell. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail? Merci beaucoup, Cécile, pour cette invitation. Peut-être quelques mots pour le groupe Bell. Le groupe Bell est un groupe agroalimentaire, un acteur majeur dans le snacking sain, laitier, fruitier et végétal, avec près de 13 000 collaborateurs à travers le monde, avec des marques iconiques présentes sur les 5 continents. Je peux citer la vache qui rit, Babybel, Kiri, Boursin, etc. Dans sa mission, le groupe Bell s'engage à offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ma mission consiste à accompagner le groupe dans sa transformation digitale par la donnée. Il faut savoir que la performance et la compétitivité des entreprises, Cécile, dépendent de leur capacité à anticiper et à prendre les bonnes décisions rapidement à travers avec précision. Et c'est là où la data et l'intelligence artificielle peuvent aider.
Et notre département se positionne en business partner des différentes fonctions de l'entreprise sur les enjeux data et IA. Vous avez dit, je cite, « Oui à l'IA pour une transformation data réussie, il s'y faudra d'abord acquérir une certaine maturité dans la gouvernance de la donnée. » Qu'entendez-vous par là? Vous savez, l'intelligence artificielle est devenue un levier de compétitivité de nos jours. C'est incontestable. L'usage d'algorithmes de prédiction et de prescription permet aujourd'hui une exploitation plus approfondie de l'information, ce qui inspire l'innovation et permet une prise de décision plus intelligente et des opérations plus efficaces. Cependant, il faut d'abord se donner les moyens de se lancer dans l'IA pour une transformation data réussie. D'abord, par la connaissance de la donnée, en facilitant l'accès à l'information par des méthodes modernes d'ingénierie sur l'acquisition de la donnée, par exemple, en démocratisant l'usage de la donnée à travers des reporting fluides, la visualisation, l'automatisation des process. Ensuite, en veillant surtout à la qualité, à une bonne qualité de la donnée, sans oublier bien entendu le fait d'avoir des honneurs métiers bien définis sur chaque typologie de données pour instaurer une bonne gouvernance de cette nouvelle richesse de l'entreprise qu'est la donnée. Sinon, on risque de se lancer sur des proof of concept à répétition sans vraiment réussir à déployer des cas d'usage métiers aboutis. Vous avez des exemples à nous donner de l'impact de l'IA dans votre travail ou votre quotidien? L'IA, pour moi, est déjà présente dans notre vie au quotidien. Il faut voir toutes les informations de profilage de notre personne, par exemple, que nous recevons des sites commerciaux et des réseaux sociaux tous les jours. Dans le milieu professionnel, elle commence à prendre de la place. Au sein du groupe Bell, par exemple, plusieurs cas d'usage sont en cours, notamment du côté marketing, où pas mal d'initiatives qui touchent la performance des campagnes sont lancées. Du côté R&D également autour de la qualité des données et même du côté supply chain. Et nous arrivons à la dernière question. Réussir dans la tech en tant que femme, c'est possible. Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes filles et femmes qui souhaitent se lancer? 3 conseils. La première, je dirais, la confiance en soi, car souvent, dans le milieu très masculin de la tech, les femmes ont du mal à s'affirmer. Et deuxièmement, je dirais savoir faire valoir ses idées, car souvent, par manque de confiance en elles, les femmes ont du mal à défendre leurs idées, souvent très bonnes d'ailleurs, et c'est finalement d'autres qui réussissent à se les approprier. Et troisièmement, pour moi, qui est le plus important d'ailleurs, c'est développer son réseau. Et c'est un aspect que nous, femmes, négligeons souvent. Merci beaucoup, Ngoné. Merci infiniment pour votre retour d'expérience. Pour cette dernière partie, nous avons l'honneur d'avoir Claudia Weber, avocat associé fondateur, et Marine Hardy, avocat, directrice des pôles innovation et sécurité de ITILO Avocat. Alors Marine, pouvez-vous nous dire quelle est la place du droit en matière d'intelligence artificielle? Oui, je peux vous le dire avec grand plaisir. Alors, en matière d'intelligence artificielle, c'est un petit peu particulier parce qu'en réalité, on n'a quasiment pas de textes juridiques qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs années, la Commission européenne cherche un axe de législation en la matière, en prenant en compte notamment un des enjeux essentiels qui est que la législation ne soit pas un frein à l'essor de cette technologie, parce qu'il y a une concurrence mondiale sur le sujet, donc c'est vraiment un enjeu très fort pour la Commission de ne pas légiférer et que cette législation
soit un frein à l'essor de ces technologies. Alors, on a eu à ce sujet plusieurs publications de ce qu'on appelle des résolutions, qui sont en fait les tendances vers lesquelles la Commission européenne voudrait aller pour une réglementation, un peu pour tester le terrain en quelque sorte. Et à la suite de ces résolutions, on a finalement eu la présentation le 21 avril dernier, donc c'est assez récent, d'un projet de règlement européen. Et ce projet de règlement européen, il est très innovant dans son approche, qui est assez particulière puisque c'est une approche qui est fondée sur le risque. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il a été présenté, la vice-présidente exécutive pour l'Europe adaptée à l'ère du numérique a donné en fait le ton et pourquoi cette approche. Et pourquoi cette approche, en fait, c'est de dire que finalement, on ne fera des règles qui s'appliqueront que lorsqu'elles seront strictement nécessaires. Pourquoi ? Pour la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens de l'Union, pour la protection de ces enjeux-là. Pour les autres cas, on va essayer de ne pas légiférer et de laisser finalement le marché libre de se développer. Donc c'est assez particulier et c'est assez nouveau, puisque finalement on va avoir des catégorisations des systèmes d'IA. Donc en fonction du système d'intelligence artificielle qui est développé, il faudra vérifier dans quelle catégorie ce système va rentrer, et à cette catégorie va s'appliquer un ensemble de règles. Les premières règles, c'est les systèmes d'IA qui sont considérés comme une menace évidente à la sécurité, aux moyens de subsistance des droits et des personnes. Et ces moyens, bien évidemment, ils sont prohibés. Ça veut dire qu'ils sont strictement interdits. Il ne sera pas possible de développer et encore moins de commercialiser des systèmes d'intelligence artificielle qui rentrent dans ces catégories-là. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Jusqu'ici, on n'avait pas de prohibition ferme en la matière. On a nos gros principes de droit européen qui nous protègent sur le sujet. Mais là, c'est quelque chose qui sera inscrit dans le dur concernant une technologie d'intelligence artificielle. Par exemple, l'un des exemples qui est noté, c'est les systèmes qui permettent la notation sociale par les États. On sait que d'autres États dans le monde emploient ce système, utilisent des intelligences artificielles. Ce sera interdit si le projet de règlement est adopté, ce sera interdit dans le cadre de l'Union européenne. Autre risque, ce qu'on appelle les risques élevés. Ce sont des systèmes d'intelligence qui seront considérés comme à haut risque. Pour ces systèmes d'intelligence artificielle, il devra être vérifié qu'ils sont conformes à un certain nombre d'obligations qui vont être très strictes pour pouvoir être mis sur le marché. Et là, on a une liste qui est extrêmement longue et précise, qui est donnée par la Commission européenne dans une annexe. Et il faudra également vérifier si on rentre dans cette catégorie-là ou pas. Et après, vérifier si on est bien en adéquation avec les obligations. Les obligations, elles vont être assez lourdes, puisque ce qui est annoncé, c'est qu'il va falloir avoir des systèmes d'évaluation et d'atténuation des risques, une qualité élevée des ensembles de données alimentant le système, des enregistrements d'activités et une traçabilité des résultats, des informations claires et adéquates pour les utilisateurs et un contrôle humain approprié. C'est un exemple qu'on a choisi pour vous montrer finalement que ce sont des obligations qui sont extrêmement spécifiques à la complexité d'intelligence artificielle et qui sont a priori assez adaptées. Ensuite, il y a deux autres catégories qui sont les risques limités et les risques minimes. Les premiers, les risques limités, ce sera beaucoup plus souple puisqu'on sera sur un système où il faudra avoir certaines obligations de transparence. Donc, les obligations de transparence, c'est surtout des informations envers les utilisateurs. L'exemple qui est donné sur le sujet, c'est l'utilisation des chatbots. Un utilisateur doit savoir qu'il parle à une machine et non pas à un humain. Et enfin, tous les autres systèmes d'intelligence artificielle qui présentent un risque minime. Là, ce qui est annoncé, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça concerne la plupart des systèmes d'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Il n'y aura pas de réglementation pour ces systèmes. Pas de réglementation pour ces systèmes dédiés, ça ne veut pas dire pas de loi. Ça veut dire qu'on retombe sur le droit commun. Le droit commun, qui est surtout notre code civil et notre code de commerce, qui prévoit un ensemble de règles qui s'appliquent de manière assez courante. J'ai oublié le code de la consommation qui, c'est vrai, s'est épaissi avec les années, qu'il faut prendre en compte évidemment si vous avez des utilisateurs de type consommateur, qu'il faudra appliquer. Alors, qui dit droit commun, dit
également un certain flou sur un certain nombre d'obligations et une certaine non-maîtrise de ces obligations. Et là, on a un outil qui est extrêmement efficace et précieux et qu'on utilise depuis un certain nombre d'années, qui est le contrat. Alors, je ne sais pas, Claudia, si vous voulez nous dire quelques mots, parce que c'est votre grande expérience en matière contractuelle sur le sujet. Oui, alors c'est vrai, Marine, tu as raison. En fait, en résumé, la place du droit dans l'IA, on se rend compte aujourd'hui qu'on est en train de construire donc la réglementation, sauf qu'au-delà de ça, effectivement, actuellement, il y a beaucoup de problématiques qui sont très nombreuses en matière d'IA et qui ne sont pas traitées par le droit. Donc oui, effectivement, Marine, tu as raison. On va retomber sur ce qu'on appelle le droit commun. Et donc, qu'est-ce qui va être important et quel est un des outils, moi je pense qu'un des outils qu'on va devoir développer davantage, ça va être celui du contrat, parce que ça va être l'outil le plus adapté pour pouvoir maîtriser les risques juridiques, certes, mais pas que, également les risques économiques et techniques. Par exemple, dans un contrat, évidemment qu'il va falloir traiter, encadrer, définir la notion de résultat, parce que l'IA, vous l'avez compris, on part d'un certain nombre de données, on les traite, on obtient un résultat. Donc, au-delà du contrat, il va y avoir également le RGPD. Il faut absolument pas l'oublier, puisque quand on parle d'IA, en matière d'IA, on va parler de données personnelles et de données non personnelles. Donc, quand on parle de données personnelles, quand on parle aussi de big data, il va falloir prendre en considération le RGPD. Et il y a un certain nombre d'applications et d'utilisation de l'IA, et bien, quelquefois, sont en parfaite opposition avec les règles édictées par le RGPD. Donc, par exemple, la licéité, la loyauté dans la collecte des données, la transparence, la pertinence, le respect des droits des personnes, tout ça, ce sont des concepts du RGPD qui, aujourd'hui, vont être, on se rend bien compte que ça va être extrêmement compliqué de les appliquer en matière d'intelligence artificielle. Alors, comment faire? C'est la question. Si on avait un petit peu plus de temps, on pourrait creuser davantage, mais c'est vrai qu'il va falloir effectivement expliquer exactement le résultat fourni, comment on l'obtient, et puis surtout quelles sont les données pertinentes, le respect des droits des personnes quand on va supprimer des données à caractère personnel parce qu'il faut les supprimer si les personnes concernées le demandent, eh bien alors quel est l'impact sur les résultats? Donc vous voyez, il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir se poser parce qu'il va y avoir un impact sur les résultats de l'IA. Parfait. Merci beaucoup Marine, merci Claudia, c'était très intéressant. On doit malheureusement s'arrêter là. Alors en guise de conclusion, est-ce que vous avez un mot à nous dire quand même pour la place des femmes dans l'intelligence artificielle? Oui, alors la place des femmes. Moi, j'ai démarré le métier d'avocat dans l'IT il y a 25 ans et je constate que il y a 25 ans, c'était un métier très masculin. Mais au cours des années, et c'est vrai que ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes qui viennent dans ce métier, que ce soit le métier de l'IT technique ou que ce soit tous les métiers accessoires autour de l'IT, que ce soit l'achat, la vente, le marketing, mais également le juridique. Voilà, un petit peu mon retour d'expérience sur la place des femmes dans le métier de l'IT et de l'IA en particulier. Merci à vous. À bientôt.